Aizen Bleach. Et maintenant, le boss final, Aizen. Le méchant que tous les fans d'anime respectent comme une religion. Le mec qui a popularisé la phrase « tout faisait partie de mon plan ». Et justement, Aizen c'est le méchant le plus surcoté pour une raison très simple. Son intelligence est tellement exagérée qu'elle devient irréaliste. À un moment, ce n'est plus du génie, c'est du scénario qui triche. Parce que dans Bleach, Aizen ne gagne pas parce qu'il est brillant, il gagne parce que le scénario décide qu'il est brillant. Il manipule tout le monde tout le temps sans limite, sans faille, même quand c'est absurde. Et ça marche parce que les fans adorent les méchants échecs 4D. Mais soyons honnêtes, à force de toujours dire j'avais prévu, ça devient une excuse. Et pire encore, Aizen est tellement fort et tellement intouchable qu'à la fin, la seule solution pour le battre, c'est presque dire bon, on va inventer un truc. Son arrogance ne cache rien d'autre qu'une absence totale de motivation concrète. On ne sait jamais ce qu'il veut vraiment, à part s'asseoir sur un trône pour faire genre il est au-dessus. C'est du charisme de surface, une façade stylée pour masquer un personnage qui n'évolue jamais. Aizen c'est une réplique culte, pas une écriture culte. Donc oui, Aizen est iconique, oui, son aura est monstrueux, oui, il a marqué l'histoire. Mais est-ce qu'il mérite tout ce culte qu'on lui donne? Non. Aizen était un excellent personnage, mais les fans l'ont transformé en divinité. Et ça, c'est exactement la définition du Meruem, Hunter x Hunter. On commence avec Meruem, alors oui. Chef-d'œuvre, profondeur, philosophie, meilleur méchant de l'histoire, ok. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Meruem est tellement respecté qu'on ne le critique même plus. On l'adore comme une religion. Et pourtant au début, Meruem c'est quoi? C'est un bébé surpuissant, un enfant roi qui naît avec des stats absurdes, qui tue tout le monde et qui se croit supérieur parce qu'il est. Et ça, c'est pas du génie, c'est juste de la domination. Le vrai problème c'est que les fans confondent un truc, un personnage profond avec un personnage qui a eu beaucoup de temps. Parce que Meruem, il a eu un luxe que 99% de méchants n'ont jamais eu, un arc interminable. Forcément qu'il a le temps d'évoluer, forcément qu'il a le temps de respirer, forcément qu'il a le temps de devenir philosophique. Et oui, son évolution avec Komugi est belle, mais soyons sérieux. Sans Komugi, Meruem reste juste un tyran classique. Et surtout, on oublie un truc. Meruem est tellement fort que l'histoire ne peut même pas le battre normalement. Il faut littéralement une bombe nucléaire. Donc au final, Meruem n'est pas vaincu. Il est supprimé par une solution extrême. C'est même pas un duel mythique, c'est une exécution déguisée. Meruem est excellent, mais le meilleur méchant de l'histoire, calmez-vous. Doflamingo One Piece. Alors là, je sais déjà que les commentaires vont être en feu, parce que Doflamingo est adoré comme si c'était le méchant ultime de One Piece. Et oui, il est bien écrit, mais il est aussi surcoté. Pourquoi? Parce qu'on confond charisme et danger. Doflamingo parle bien, il sourit, il est sadique et il a un passé tragique, ok? Mais dans l'arc Dressrosa, il se fait surtout porter par le scénario, son statut et une île entière bloquée pendant 200 épisodes. On l'a présenté comme un génie, mais ses plans reposent énormément sur la peur et le contrôle politique. Et dès que ça commence à s'écrouler, il perd le contrôle comme un enfant. Doflamingo est un tyran, pas un stratège ultime. Et surtout, son combat final, malgré l'ambiance incroyable, repose sur un truc très simple. Luffy frappe plus fort. Donc oui, excellent personnage. Mais la manière dont les fans le mettent au-dessus de tout, comme si c'était le Joker de l'anime, c'est un peu abusé. Doflamingo est un grand personnage, mais pas le dieu que les fans prétendent. Makima, Chainsaw Man. Makima, alors là je sais que ça va être violent. Parce que Makima est surcoté à un niveau cosmique et c'est une catastrophe parce que Makima a un truc que les fans adorent plus que l'écriture. Elle a une aura. Elle parle doucement, elle sourit calmement, elle a un regard vide, elle est dominante et ça suffit pour que la moitié d'internet perde son cerveau. Mais si on regarde Makima sérieusement, son côté intouchable repose énormément sur le fait que l'histoire veut qu'elle soit intouchable. Elle avance toujours avec un avantage énorme, elle contrôle tout et les fans appellent ça du génie. Mais en réalité, Makima n'est pas un stratège du niveau d'Aizen ou de Yohan Libert. Makima est une force narrative. Elle est écrite pour être l'autorité suprême. Et ce qui est drôle, c'est que le public la respecte parfois plus pour son esthétique que pour son rôle réel. Makima est devenu un fantasme, pas juste un personnage. Et ça, c'est dangereux, parce que ça fait que les gens la glorifient au lieu de la comprendre. Makima est marquante, Makima est puissante, mais meilleur antagoniste de tous les temps? Non. Son aura a dépassé son écriture. Muzan, Demon Slayer. On commence avec Muzan. On nous l'a vendu comme le roi absolu des démons, le chef final, le monstre ultime. Mais en réalité, Muzan c'est quoi exactement? C'est un méchant qui passe 80% du temps à fuir, à paniquer et à se cacher. Le mec est littéralement allergique au soleil. Donc son plan ultime c'est juste, s'il vous plaît, trouvez-moi un remède. On ne dirait pas un empereur démoniaque, on dirait un gars malade qui cherche un médecin. Et le pire, c'est que même quand il est en feu en action, il a zéro charisme. Il n'a pas de philosophie, il n'a pas de vision, il n'a même pas une présence qui fait
fait peur. C'est juste un antagoniste qui existe parce qu'il faut bien un boss à la fin. Bref, Muzan c'est pas le roi des démons, c'est le roi des excuses. Suivant. Griffith, Berserk. Griffith, alors lui, c'est un cas spécial. Parce que oui, Griffith est très bien écrit, mais il est surcoté pour une raison simple. Les gens ne l'analysent plus, ils le romanisent. On le présente comme un personnage complexe, tragique, poétique. Non, Griffith est juste un monstre avec une apparence d'ange et c'est exactement ça le problème. Son design trompe les gens. Parce que Griffith, si tu enlèves ses cheveux propres, son regard doux et son esthétique divine et que tu le mets dans un corps dégueulasse, sale, avec une voix de démon, personne ne le défendrait. Mais vu qu'il est beau, les gens lui inventent de la poésie. Et le pire, c'est que certains fans vont jusqu'à dire « Oui, mais il n'avait pas le choix. » Mais de quoi tu parles? Griffith a fait le choix le plus égoïste possible, le choix le plus lâche possible. C'est un personnage fascinant, oui, mais son culte est devenu ridicule. Parce que Griffith n'est pas admiré pour son écriture, il est admiré parce qu'il a un style. Et c'est exactement ça, la définition d'un pur méchant surcoté. Kaguya, Naruto. Là, on touche à l'un des plus gros braquages de l'histoire du shonen. Naruto passe tout le manga à construire Madara comme l'ultime menace, le mec invincible, la légende vivante. Et à la fin, on le remplace par une extraterrestre sortie de nulle part. Kaguya n'a aucun build-up émotionnel, aucune relation avec Naruto, aucune rivalité. Elle arrive comme un boss final de jeu vidéo. Et oui, elle est forte. Mais être forte, c'est pas être bien écrite. Parce qu'au final, Kaguya, c'est quoi son délire? Elle ne parle presque pas, elle ne menace personne avec intelligence, elle n'a pas de personnalité marquante. C'est juste une source infinie de chakra qui lance des dimensions au hasard. Kaguya, c'est pas une fée épique, c'est un écran de fumée. Et c'est probablement le moment où Naruto a officiellement quitté le monde des ninjas pour devenir autre chose. Dio Brando, JoJo's Bizarre Adventure. Ah, Dio, le roi des mèmes, le roi des poses. Mais si on enlève l'iconicité et qu'on parle d'écriture, Dio est beaucoup plus simple que les fans veulent l'admettre. Son objectif, c'est quoi? Dominer le monde, pourquoi? Parce qu'il est méchant, voilà. Dio n'a pas de vraie philosophie, il n'a pas de vision du monde profond, il est juste là pour être le mal absolu. Et attention, c'est pas un défaut dans Jojo. Jojo est un animé théâtral exagéré. C'est presque une pièce de théâtre. Donc un méchant caricatural, ça marche. Mais quand je vois les gens dire que Dio est le plus grand antagoniste de l'histoire, non. Dio est un homme à voir. Il est incroyable en scène, mais narrativement, il est plus proche d'un méchant de Disney version vampire que d'un antagoniste complexe. En réalité, Dio est surtout porté par trois choses. Son charisme, son esthétique et ses répliques cultes. C'est une icône, oui, mais un chef-d'œuvre d'écriture, faut arrêter. Light Yagami, Death Note. Et on termine avec Light Yagami. Là aussi, je sais que vous allez hurler. Mais écoutez bien, j'ai des arguments. Light est un personnage incroyable, mais Light est surcoté en tant que méchant. Parce que les fans parlent de Light comme si c'était un dieu de l'intelligence, comme si c'était un cerveau au-dessus de tout. Alors que Light, sans le Death Note, c'est juste un étudiant brillant avec un ego énorme. Ce n'est pas Light qui est terrifiant, c'est le carnet. Le Death Note est littéralement l'arme la plus cheatée de l'histoire. Tu écris un nom et quelqu'un meurt, c'est fini. Donc forcément, Light a l'air invincible. Mais ce n'est pas une démonstration de génie, c'est une démonstration du pouvoir. Et c'est pour ça que Light est fascinant. Il montre comment un humain normal devient un monstre dès qu'il obtient un pouvoir absolu. Mais quand les fans disent Light est le plus grand stratège de l'histoire, non! Il a fait des erreurs, il a été arrogant, il a été impulsif et surtout, il n'a pas gagné parce qu'il était parfait. Il a gagné parce qu'il avait une arme infuste. Light, c'est pas un dieu, c'est un ado qui a eu une arme divine et à partir de là, forcément, ça tourne mal. Donc oui, Light est iconique, mais le mythe autour de lui est exagéré, surcoté. Sukuna, Jujutsu Kaisen. Alors lui, je vais être honnête, il est stylé, mais il est aussi extrêmement surcoté. Parce que Sukuna, c'est le méchant parfait pour les fans TikTok. Il apparaît 2 secondes, il sourit, il fait une phrase philosophique et tout le monde crie « OMG, c'est le roi des fléaux ». Mais dans l'écriture, Sukuna fonctionne surtout comme une carte joker. Il n'est pas là pour être profond, il est là pour casser l'histoire quand ça arrange le scénario. Son charisme repose principalement sur une seule chose, l'aura. Sukuna, c'est un méchant aura, pas un méchant construction. Et oui, il est terrifiant. Mais il est terrifiant parce que l'auteur le rend invincible par principe. C'est pas une menace intelligente, c'est une menace imposée. Donc forcément, les fans le mettent au sommet. Mais si tu retires l'esthétique et les scènes badass, il reste quoi? Un démon qui aime la violence. Et c'est tout. Sukuna est cool, mais meilleur méchant de l'histoire, calmez-vous.